Bonjour Sylvain Maillard. Bonjour Nicolas Bétou. Vous êtes député En Marche de Paris. Pas trop déçu? Du choix de notre nouvelle candidate Agnès Buzyn? On dit que vous étiez sur les rangs. En tout cas, votre nom a été cité parmi les personnalités qui étaient capables de remplacer Benjamin Griveaux au pied levé. Moi, je crois que c'est une excellente candidate. Je crois qu'elle fait, d'ailleurs on l'a vu hier, on était avec elle, autour d'elle dans le 9e arrondissement, et elle fait l'unanimité de tout l'ensemble des marcheurs. À un moment, il faut prendre ses responsabilités. Dans la situation compliquée dans laquelle nous étions, je crois qu'il y avait un choix à faire, et le choix est le meilleur choix de la personne la plus motivée, la plus consensuelle, la personne qui peut porter notre projet, a été le choix d'Agnès Buzyn, et je crois que c'est un excellent choix. Quelles sont ses chances ? Moi, je suis toujours persuadé qu'on va gagner Paris pour une raison très simple, Nicolas Bétou. C'est vous alors qui êtes persuadé ? C'est que la majorité des Parisiens, plus de 60% des Parisiens, ne veulent plus d'Anne Hidalgo comme maire de Paris. Ça, c'est un fait. Mais il y a d'autres choix. Bien sûr qu'il y a d'autres choix. Et c'est ça notre travail, c'est d'incarner le choix, l'alternance. Le travail qui a été fait, c'est le travail de large rassemblement, un travail de force militante aussi, qui est en permanence sur le terrain. On est ici à Paris, vous voyez à quel point nos militants sont sur le terrain. Et puis je crois que nous avons le projet le plus ambitieux. En tout cas, c'est celui que va porter Agnès Buzyn. Un projet non seulement équilibré, d'ambition et un projet financé. Tellement ambitieux qu'il est critiqué. Est-ce que la gare de l'Est doit toujours déménager ? Ce sera une décision que la gare de l'Est doit déménager de toute façon, que ce soit dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, nous devrons le faire. Il n'y a plus assez de passages, de voies qui permettraient de permettre l'accroissement des mobilités dans la région parisienne. Donc de toute façon, il faudra un moment accroître le nombre de voies. Est-ce que ça fait partie du programme de la prochaine mandature? Est-ce que ça, plus par exemple les 100 000 € proposés aux jeunes ménages pour l'acquisition d'un logement, tout ça avait été très controversé dans le programme de Benjamin Griveaux. Est-ce qu'Agnès Buzyn doit le garder? C'est Agnès Buzyn qui décidera ce qu'elle doit garder, sur lesquels elle doit mettre un moratoire ou ce qu'elle va reprendre pleinement. En tout cas, la base du projet, elle le reprendra dans l'intégralité. Évidemment, il y a 2-3 mesures dans lesquelles elle va mettre sa patte. C'est à elle de tracer dans les quelques jours qui viennent. Elle nous dira ses priorités. Le programme avait été présenté jeudi matin, 24 heures après Benjamin Griveaux démissionnait. Quel cataclysme! Et oui, c'est ça aussi la politique, c'est pas uniquement des images dans une télévision ou sur des réseaux sociaux, c'est aussi des histoires humaines. Et c'est un moment extrêmement difficile pour lui, pour sa famille, pour nous aussi qui sommes ou qui étions en permanence avec lui. C'est un de vos amis. C'est très difficile, exactement. Agnès Buzyn a démissionné du gouvernement. Certains disent que si elle échoue à conquérir la mairie de Paris, elle pourrait retrouver son ministère, c'est vrai ? J'en sais rien. Ça vous paraît crédible? Non, moi je pense tout simplement que Olivier Véran qui va arriver est un excellent ministre des Solidarités et de la Santé. Il connaît parfaitement tous les sujets de la retraite. C'est un médecin lui-même. Il a fait l'unanimité au sein de notre commission. Moi je suis commissaire des affaires sociales. Ouais. Et puis c'est le rapporteur général du budget de la sécurité sociale. Il connaît parfaitement. Je ne pense pas qu'il vienne pour un intérim. Et de toute façon, je vais vous dire une chose, Nicolas Bétou. Agnès Buzyn va devenir maire de Paris. Elle va devenir maire de Paris, mais elle va d'abord avoir à faire une campagne assez compliquée. Par exemple, gérer à la fois sa campagne et puis probablement des oppositions qui déjà se font jour. La PHP, les urgentistes, un certain nombre de gens qui ne sont pas satisfaits du travail qu'elle a fait en tant que ministre et qui vont peut-être se manifester autour d'elle pendant sa campagne. Pas trop compliqué? Vous savez, les opposants, ça fait partie de la politique. Si vous ne voulez pas d'opposants, faites pas de politique. Mais quand on a des dossiers compliqués, on a des opposants compliqués. Moi, je suis assez fier non seulement des budgets qu'a porté Agnès Buzyn, mais aussi du travail qu'elle a pu faire. Il faut voir dans quel état nous avons récupéré aussi l'hôpital public en 2017, avec un sous-investissement depuis des années, une situation très dégradée. D'ailleurs, les oppositions ne nous le reprochent pas, veulent une amélioration. Et je l'entends, on a largement augmenté déjà le budget de la sécurité sociale et le budget des hôpitaux. Est-ce qu'il faut aller plus loin? Oui, nous aimerions. Enfin, nous sommes quand même dans une situation contrainte. Enfin, on a déjà largement amélioré et c'est Agnès Buzyn qui l'a porté. Et puis sur différents combats, entre autres la loi bioéthique, on a pu voir que c'est une femme de conviction et qui sait imposer ses vues. C'est pas trop manifesté sur la retraite, c'est pas bizarre. C'était son dossier, c'était dans son portefeuille ministériel. On ne l'a pas trop entendu. Je crois que très rapidement, Jean-Paul Delevoye et surtout le Premier ministre ont pris à bras-le-corps le dossier en voyant très bien que ce serait un des points, un des marqueurs du quinquennat. Et elle ne s'est pas mouillée? Je crois qu'elle a toujours été dans l'accompagnement. D'ailleurs, vous avez pu voir à quel point elle était aux côtés du Premier ministre. Écoutez, on a elle était physiquement là, mais est-ce qu'elle a parlé? Est-ce que vous avez par exemple la trace d'une interview qu'elle aurait donnée sur la réforme des retraites, de quelque chose qu'elle aurait
fait en soutien absolu de cette réforme. Non. Moi, vous êtes un peu dur, parce que moi, Bon. je l'ai vu, et entre autres, au porte-parole du gouvernement, être très en appui de ce dossier-là. C'est vrai que très rapidement, le Premier ministre est venu directement au contact, et que c'est lui qui a autorité de par la Constitution. Alors justement, cette réforme des retraites, elle est à partir d'aujourd'hui dans l'hémicycle, l'Assemblée nationale. 41 000 amendements déposés. On risque l'embolie. Est-ce que très vite, il faudra faire un choix 49.3 ou enlisement? Moi, je suis député. Tout à l'heure, je serai dans l'hémicycle. Je vais commencer à voter amendement par amendement. Moi, je regrette que les oppositions ne souhaitent pas un débat digne, parce qu'effectivement, si on a 41 000 amendements, on va vouloir aller expédier, et puis on discutera de rien du tout. Bon, mais si ça bloque. Moi, je crois profondément que c'est au Parlement qu'on doit pouvoir améliorer le texte. C'est ce que les députés de La République En Marche, je porte leur voix, vont faire. Oui. On va améliorer, entre autres, sur la pénibilité. Mais c'est dommage, tout simplement. On voit bien la stratégie qui a été menée en commission par la France Insoumise. Probablement, l'opposition de droite va, elle aussi, présenter ses amendements. Elle a un certain nombre d'amendements sur des points clés de la retraite, de la réforme de la retraite. Est-ce que dans votre esprit, il faut absolument exclure, quoi qu'il arrive, le recours à un article 49.3? Si vous rentrez dans une loi en se disant on va finir au 49.3, autant même pas y rentrer. Donc nous, il faut très clairement l'exclure. Parce que nous, il y a des choses sur lesquelles... Il faut absolument l'exclure. Je ne dis pas qu'il faut absolument l'exclure, je dis juste que nous voulons apporter des améliorations et qu'évidemment, pour apporter ces améliorations, il faut voter les amendements. Et donc ce serait pour moi regrettable qu'on ne puisse pas aller au bout de cette discussion. Mais ça dépendra des oppositions. Si vous savez, si à chaque fois ils font de l'obstruction, des 5 minutes de suspension, à chaque fois ils demandent des scrutins publics, c'est ce qu'ils vont choisir de faire. 40 000, s'ils choisissent de ils faire... Ils vont essayer de vous amener à cette décision qui vous sera reprochée ensuite politiquement. Nous portons une réforme de justice sociale profonde avec cette réforme des retraites, et nous allons financer cette réforme des retraites. C'est ça l'objectif. Moi, je demande à toutes les oppositions, mais y compris l'ensemble des syndicats, de se mettre pleinement autour de la table pour améliorer encore le texte. C'est un texte dont nous devons tous nous saisir, les oppositions aussi. Ça ne sert à rien de le combattre pour le combattre. Quelques mots sur Piotr Pawlansky, cet artiste, ou soi-disant artiste russe, qui est probablement l'auteur de la divulgation des vidéos qui ont amené Benjamin Griveaux à démissionner. Il est ici comme réfugié politique en France. Il a fait de la prison, il a essayé de mettre le feu à une succursale de la Banque de France. Il vient de commettre ce délit. Mais qu'est-ce qu'il faut faire de quelqu'un comme ça? Et vous savez, on est en direct ensemble. Moi, je me pose vraiment la question. Je me suis posé dans les mêmes termes cette question. On donne l'asile politique à des gens, et c'est notre honneur de le faire. Mais si c'est un tel comportement, il faut aussi qu'on puisse réfléchir à la suite. Alors, c'est quoi la suite? Moi, je n'ai pas bouti dessus, mais il me semble important qu'on se pose la question. Quand on est réfugié politique, on doit appliquer la loi comme n'importe quel autre citoyen, et peut-être être encore plus rigoureux dessus et de remercier le pays qui vous a accueilli. La façon dont il s'est comporté est purement scandaleuse, parce que vous avez raison, il y a cette affaire, mais il y a aussi un passé. Il y a un passé. À un moment, il faut aussi, de réformer le droit d'asile, en tout cas faire en sorte que ceux qui l'ont doivent être au moins au même niveau que n'importe quel autre citoyen. Et donc, je crois que c'est ce que nous devons pas le renvoyer en Russie, réfléchir. Ou l'expulser en tout cas. Évidemment, c'est pas moi de dire dessus, mais en tout cas, en tout cas, la question doit se poser. Le principe de la double peine est toujours une difficulté, puisque s'il est déjà allé en prison, j'espère que là, il y aura une sanction très forte, probablement aussi de la prison ferme ou pas, mais de faire en sorte que ceux qui dévoient la République, qui la déstabilisent pleinement comme ils l'ont fait, n'ont pas leur place, à mon avis, sur le territoire français. Est-ce que vous croyez qu'il a été l'instrument d'une machination? Je n'en sais rien. Moi, le chef de l'État, non pas en parlant précisément de cette affaire, mais en ciblant la Russie, a dit qu'il devait être très méfiant sur le rôle parfois de la Russie ou de certaines forces obscures en Russie sur ces sujets. Vous pensez qu'il y a une imagination? Que Benjamin Griveaux se soit fait piéger, ça c'est très clair. Qu'il y ait une machination complotiste, moi c'est pas ma façon d'être, je ne suis pas complotiste. Donc je n'en sais rien, j'ai confiance dans la justice pour trouver exactement ce qui s'est passé et de faire en sorte qu'il soit traduit devant les tribunaux. C'est extrêmement grave ce qui s'est passé. On l'a vu en Italie, ça commence par une affaire et puis tout devient sur le même registre. C'est hors de question que la République, que l'endroit où j'élève mes enfants devienne en France cela. Merci Sylvain Maillard. Merci à vous.